Je vais inviter Lise de Trimont à me rejoindre tout de suite. Bonjour Lise, installez-vous au pupitre si ça vous va, oui. Je disais, vous connaissez très bien Gavin, avec qui vous travaillez en étroite collaboration. Vous êtes diplômé d'un master en droit maritime, chef de projet dédié au développement des énergies marines renouvelables et délégué général donc, de l'association Winship qui coordonne le Hub Europe Atlantique de l'IWSA. Est-ce que vous pouvez juste nous dire déjà un mot justement de votre rôle ? Merci beaucoup pour cette organisation, pour cette journée, pour l'accueil en région Bretagne et sur le territoire de l'Orient de ce moment. L'association Winship, c'est effectivement une association de droit français qui a été créée en 2019 par un petit groupe d'acteurs qui regroupe aujourd'hui un peu plus d'une vingtaine d'acteurs parmi les pionniers du transport maritime propulsé par le vent et dont la finalité, c'est d'accélérer le développement d'un transport maritime plus propre en appuyant le développement et le déploiement de solutions de propulsion par le vent. Cette association, elle fait partie d'un réseau international, dont Gavin Allwright, qu'on aura peut-être tout à l'heure, est le secrétaire général, qui regroupe aujourd'hui un peu plus de 130 membres et supporters, donc à la fois des armateurs, des équipementiers, depuis 2-3 ans, des grandes sociétés de classification aussi, comme American Bureau of Shipping, Bureau Veritas ou Class & Kay, avec un certain nombre d'acteurs, une concentration d'acteurs en Europe du Nord, Europe, et petit à petit une montée aussi en puissance d'acteurs en Asie, dans le Pacifique, et puis en Amérique. Le rôle de Winship est complémentaire de celui de l'IWSA, donc International Winship Association, qui va travailler beaucoup au niveau international et au niveau de l'organisation maritime internationale. Winship va compléter ce travail avec un travail au niveau local, donc notamment avec les collectivités territoriales, et puis au niveau national, en échangeant, en établissant un dialogue avec les administrations, avec les membres du gouvernement, avec les élus, avec les organisations professionnelles, syndicales, etc., pour faire prendre conscience de l'importance d'une filière propulsée par le vent, avec 4 objectifs que l'on poursuit aujourd'hui. Un premier qui est vraiment de faire connaître ces solutions de propulsion. Récemment, à la rentrée, on a organisé un événement pour démontrer justement quels étaient les projets, quel était l'écosystème. On travaille sur la réalisation d'un livre blanc qui devrait être publié d'ici la fin de l'année. On travaille sur les conditions de compétitivité de cette filière, à faire en sorte que dans toutes les feuilles de route, les stratégies, les documents de cadrage, les appels à projets, la propulsion par le vent soit vraiment considérée et prise en compte avec des mêmes moyens. Aujourd'hui, on est dans une phase extrêmement importante de passage à l'échelle, d'industrialisation, de mise en place des premiers prototypes avec donc un besoin d'appui de la puissance publique avec des outils d'incitation fiscaux, etc. à travailler. Donc on travaille sur tous ces éléments-là. Et puis on essaye de guider les nouveaux arrivants pour faire en sorte que leurs projets puissent avancer plus vite. Et on construit des projets collectifs là où il y a vraiment un besoin et un frein et un levier. Typiquement, là on a lancé un projet qui s'appelle Digiformer pour réaliser un nouveau référentiel de formation des marins à la conduite des navires propulsés par le vent. Donc un projet avec l'École nationale supérieure maritime et la société DICE Engineering. Alors, vous nous parlez de l'importance d'informer. Il y a différentes technologies qui se développent justement pour utiliser le vent dans le transport maritime. Quelles sont-elles ? Et est-ce qu'on peut attribuer un type de technologie à une taille ou un type de bateau ? Alors, je vous avais un peu anticipé, j'avais passé la slide. Alors, je peux vous parler de grandes catégories. On ne va pas lister toutes les technologies parce qu'effectivement, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est qu'elles sont multiples et qu'elles ont des niveaux de maturité élevés aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on arrive à des moments où on installe ces technologies. On a, on va dire, 5 grands types qu'on peut distinguer aujourd'hui. Des systèmes, on va dire, actifs, donc qui nécessitent de l'énergie pour fonctionner. C'est les 2 premiers systèmes que vous voyez en haut à gauche. Ce qu'on appelle un profil aspiré, donc qui a été développé dans les années 80 sous l'équipe du commandant Cousteau, qui est une aile d'avion avec un système d'aspiration le long du profil, qui permet d'augmenter la portance, qui est développé aujourd'hui par le Crin Technologies à La Rochelle. On a le système des rotors. Alors ça, ce sont des cylindres métalliques qui sont posés sur le pont du bateau et qui, par leur mise en rotation, utilisent ce qu'on appelle l'effet Magnus et donc génèrent aussi une portance. Ça, ce sont des projets qui sont développés beaucoup en Europe du Nord aujourd'hui.
On a des systèmes de kite, donc là ce sont des cerfs-volants qui vont s'élever jusqu'à 100, 200, 300 mètres au-dessus du navire, qui génèrent, avec un vol dynamique qui génère une extrêmement forte importance de force de traction. Donc ce sont des projets qui sont développés par Air6, dont Vincent Bernaté pourra nous parler tout à l'heure, Beyond the Sea ou Maloric. Et puis ensuite on a ce qu'on appelle des profils minces, donc des voiles souples classiques comme on les connaît, qui vont équiper par exemple le navire Grand Sail, mais aussi de nouveaux concepts comme les voiles à panneaux développés par les chantiers de l'Atlantique avec une forte résistance à la fatigabilité. On a des profils aussi, de fort développement sur ce qu'on appelle des profils épais, avec là soit des ailes qui peuvent être symétriques, comme l'aile gonflable de Wizamo, des profils avec plusieurs éléments, comme les ailes d'aéro, ou des profils asymétriques, qui peuvent être des voiles souples avec des systèmes gonflables qui sont associés, comme ce qui est développé par Ad Technologies, ou des profils complètement rigides, comme ceux qui sont développés par CWS. Donc, vous voyez, là, je vous fais un petit panel plutôt sur ce qui est développé en France, mais il y a encore d'autres technologies qui sont développées sur des ailes télescopiques, etc., etc. Donc, on a vraiment une très large palette possible. Ce qu'il faut donc vraiment avoir en tête, c'est qu'on est sur des niveaux de maturité élevés, puisque la plupart de ces projets-là, qui sont présentés ici notamment, ont des prototypes à terre, que ce soit pour le Crin ou pour Air6 à La Rochelle, pour les chantiers de l'Atlantique à Pornichet, et sur les chantiers de Saint-Nazaire, qu'on a des installations qui ont été testées en mer, que ce soit pour l'aile d'Aéro sur Énergie Observer, l'aile de Wizamo sur le navire de Michel Desjoyaux, l'aile des chantiers de l'Atlantique sur le navire de Jean Le Cam ou sur le Ponant, et puis Ad Technologies sur un navire de pêche et des navires de course au large. Et bientôt, voilà des installations, puisque l'aile d'Aéro va être installée, les Ocean Wings sur le canopé qui va sortir l'été prochain de chantier, et puis Air6 qui devrait pouvoir équiper le ville de Bordeaux dans quelques mois. Donc on a des possibilités là d'économie de carburant quand on installe ça en rétrofit, donc sur des navires existants, de l'ordre de 5 à 20%, et quand on est sur des nouveaux navires en intégration avec des designs associés, on va jusqu'à 30%, 50%, voire 80% quand on est sur une propulsion principale. Là, c'est vraiment la vitesse de navigation notamment qui est un cliquet important pour faire basculer l'usage de cette propulsion par le vent. Les 4 nœuds peuvent parfois changer énormément. Énormément. Il y a un moment où la puissance propulsive générée par ces systèmes va atteindre son maximum, et puis plus on va vite et plus on diminue en relatif l'apport de la propulsion par le vent, en effet. Alors vous avez une vision très, très globale du marché. Est-ce que vous pouvez nous parler faire un état des lieux de la flotte mondiale et de la part que représentent justement les bateaux de transport maritime à propulsion par le vent ? Oui. On a aujourd'hui un marché, il faut avoir quand même en tête que le marché il est extrêmement considérable. C'est quand même des dizaines de milliers de navires aujourd'hui qui doivent décarboner leur empreinte. On a une flotte mondiale qui est à peu près de 98 000 navires. Parmi eux, il y en a 52 000 qui ont une jauge supérieure à 1000, qui représente la quasi-totalité des 2 milliards de tonnes de marchandises qui sont transportées chaque année. On est sur une flotte qui est très segmentée. On a un grand segment, trois grands segments qui sont les vraquiers, les pétroliers, les porte-conteneurs, qui vont représenter 80% des émissions de CO2 aujourd'hui du maritime et 85% de la capacité de fret. Et puis après, on a toute une série de cargos polyvalents, de navires à passagers, de navires plus spécialisés, chimiquiers, réfrigérés, etc., de navires de service portuaires, offshore, de navires écoles de recherche. Enfin, vraiment, on a une gamme très large. Et puis, on a 1 million de navires de pêche en pontée qui sont aussi équipés de moteurs et qu'il va falloir décarboner. On a des navires qui, au moment du démantèlement, ont une trentaine d'années. Ça veut dire que la durée de vie est relativement longue. Aujourd'hui, l'âge moyen de la flotte, c'est à peu près 20 ans. Si on raisonne en nombre de navires, mais c'est 10 ans en capacité. C'est-à-dire qu'en fait, on a un peu deux segments. On a des navires un peu plus petits qui ont souvent une durée de vie un peu plus longue et qui vont être renouvelés actuellement, sur lesquels on peut vraiment designer et concevoir des systèmes de propulsion par le vent avec un niveau de décarbonation élevé. Et puis, on a une navire plus jeune, beaucoup plus capacitaire, sur laquelle là on va plutôt envisager ce qu'on appelle du rétrofit, donc de l'équipement avec des systèmes d'ailes ou de voiles qu'on peut installer. Justement, en termes d'installation, là je vous ai mis un petit panel de ce qu'on a aujourd'hui. Il faut avoir en tête qu'on a une quinzaine de grands navires de charge, donc de jauge supérieure à 5000, qui sont équipés aujourd'hui donc en rétrofit. Ce sont des navires existants sur lesquels on a installé des systèmes notamment de rotor et de profil aspiré. Sur toute taille, on va de 65-80 mètres à des segments qui vont jusqu'à 340 mètres de navire, donc vraiment large. Et on a, vous voyez, des vraquiers, des pétroliers, des ferries, des navires à passagers, des navires de pêche.
Le seul segment qui n'est pas encore équipé aujourd'hui, c'est les porte-conteneurs, parce que les porte-conteneurs existants ont vraiment un encombrement du pont important. Ce qui pourrait s'adapter sur ces porte-conteneurs, ce sont des kites. Mais pour demain, il y a des concepts de navires porte-conteneurs avec des voiles, des ailes empontées qui ont reçu des approbations de principe par les sociétés de classification. On a deux études de marché, l'une de l'Union européenne qui date de 2016 et une autre du Royaume-Uni, du ministère des Transports, qui nous disent qu'à partir du moment où on a une commercialisation de ces premiers systèmes d'ici 2020, on peut avoir pour l'Union européenne entre 3 700 et 10 000 navires équipés d'ici 2030. Et d'ici 2050, c'est carrément 45% de la flotte mondiale qui pourrait être équipée de systèmes de propulsion par le vent liés à la disponibilité, à la gratuité du vent, qui fait qu'on n'a plus qu'une partie résiduelle du besoin énergétique du navire à assumer avec des carburants alternatifs dont le coût est très élevé, dont la disponibilité est moindre et dont le coût est très volatile aussi. Un point important, là c'est vrai qu'on montre souvent les grands navires de charge et c'est ça qui va avoir le plus fort impact en termes de décarbonation, c'est quand on va équiper ces 30 000 ou 40 000 navires de systèmes de propulsion par le vent qu'on va fortement décarboner. Mais il y a tout un segment, je vous ai parlé de 45 000 navires à côté, qui aujourd'hui circulent et qui sont de peu plus petite taille et qui sont extrêmement importants, tout ce qui va permettre de faire du cabotage. Et on a aujourd'hui en Bretagne des exemples avec Ilien, avec Skravik, avec Havel Marine, etc., de projets avec les voiliers, les amarres d'amour, de projets qui peuvent aussi avoir un impact localement. Et puis, on a toute une région géographique, un secteur, que ce soit en Polynésie, dans les Caraïbes, où il y a un vrai enjeu aussi à développer des lignes décarbonées avec de la propulsion par le vent. Et VPLP Design a notamment travaillé sur une ligne de cargo pour la Micronésie, pour décarboner le transport local. Je suis très bavarde, donc il faut m'arrêter. Hein. Non, simplement, on ne perd pas espoir d'avoir Gavin, on devrait pouvoir l'avoir tout à l'heure. Il nous parlera des pays qui sont les plus moteurs dans cette filière, mais est-ce que vous pouvez déjà nous éclairer sur le positionnement de la France? Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Alors, en fait, on a effectivement on a des pays en Europe du Nord qui ont démarré assez rapidement, qui ont mis en place des aides au niveau des États, des subventions. On a encore en Allemagne récemment des subventions qui vont jusqu'à 15 millions d'euros pour équiper des navires d'un système de propulsion par le vent qui sont mis en place, tout en respectant les règles européennes. Hein. Donc il y a vraiment des puissances, un appui de la puissance publique et des collectivités qui peut être extrêmement important et qui met en place dans certains pays. Et il se trouve qu'en France, on a quand même, et ça a été dit tout récemment, un écosystème extrêmement intéressant dans la course au large, dans la construction navale, dans l'aéronautique, dans le digital, qui permet d'avoir toutes les compétences qui vont bien pour faire démarrer une filière. On a eu une agence de la transition écologique, une ADEME, qui a été très active pour soutenir les projets dans la phase de R&D. Aujourd'hui, ce qu'il faut absolument réussir à faire, c'est équiper des premiers navires, et ça, c'est une mobilisation de capitaux relativement important pour démontrer la validité, la pertinence des modèles économiques qui sont développés derrière. Donc on a aujourd'hui un enjeu à équiper ces premiers navires, à valider les performances et surtout à démultiplier ces installations pour réussir à décarboner de manière importante le transport maritime. Et alors, en quelques mots, qu'est-ce qu'on peut dire de la réglementation aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut faire pour qu'elle accompagne, qu'elle encourage cette utilisation du vent dans le transport maritime? Alors, la réglementation maritime, elle est avant tout internationale. C'est l'Organisation maritime internationale qui instaure quand même les règles. Il se trouve qu'elle a quand même pris des engagements de diminuer de 40% l'intensité carbone de chaque navire, de diminuer de 50% les émissions globales de toute la flotte mondiale d'ici 2050, et qu'elle met en place petit à petit un certain nombre d'indicateurs d'efficacité énergétique. Jusque-là, c'était sur les navires, les nouveaux navires. Là, il y a les navires existants, donc la majorité de la flotte va être soumise à des nouveaux indicateurs dont le niveau de contrainte fait que les sociétés de classification, notamment, estiment qu'on aura quelques 18 000 navires qui ne respecteront pas ces niveaux. Si on parle des indices d'efficacité énergétique, le EIXI, si on parle du facteur d'intensité carbone, on a carrément 55% de la flotte qui ne respectera pas ces engagements d'ici 2030 si on est en, comme on dit, business as usual. Donc il y a vraiment un enjeu à trouver des éléments pour améliorer ces flottes. Et cette réglementation internationale, elle devient de plus en plus contraignante. L'Union européenne pousse aussi de son côté en mettant en place des nouveaux règlements sur les directives fuel, etc., avec des nouveaux indicateurs qui prennent en compte l'ensemble de l'analyse du cycle de vie des carburants en eux-mêmes, avec les émissions amont lors de la production de ces carburants. Et donc tout ça fait qu'aujourd'hui,
L'un des premiers cliquets qu'on peut actionner vraiment, c'est une forme de sobriété, c'est-à-dire éviter et réduire des émissions énergétiques. Et ça, la propulsion par le vent, elle le permet, puisqu'on diminue vraiment le besoin en énergie du navire en utilisant une énergie qui est gratuite et quand même très disponible sur la planète. Et donc par rapport à ces objectifs, notamment ceux de 2050, est-ce que vous pensez qu'on est trop ambitieux, que c'est irréaliste, ou est-ce que vous êtes confiante ? Alors, ce qu'on sait, c'est qu'on a beaucoup de discussions qui sont centrées sur le carburant alternatif pour réussir à faire un navire zéro émission. Mais aujourd'hui, on n'a pas la capacité de produire en quantité suffisante ces carburants avant une bonne dizaine d'années au moins. Et même lorsqu'on les produira en quantité suffisante, on aura une compétition avec des usages terrestres qui va être extrêmement importante. Donc on ne peut pas tabler uniquement sur des carburants alternatifs. Il faut, et surtout on ne peut pas attendre encore 10 ans, puisque les navires ont une durée de vie de 30 ans. Donc il faut commencer dès maintenant, et c'est vrai que c'est cet enjeu de sobriété énergétique qui est très important. On a en plus une vision, alors difficile d'avoir une boule de cristal sur ce que deviendra le transport maritime, mais on a beaucoup travaillé sur la massification des flux, la concentration des flux. On s'aperçoit aujourd'hui que faire passer toutes les marchandises par certains grands ports, ça nécessite des périodes de préacheminement terrestre avec des camions qui sont extrêmement coûteuses aussi en énergie et en émissions de gaz à effet de serre. Et on a un certain nombre de signaux donnés par exemple par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement qui nous disent cette massification finalement elle n'est pas favorable, elle est inégalitaire et elle n'est pas favorable en termes social, environnemental. Et donc il y a sans doute une régionalisation d'un certain nombre d'échanges qui va avoir lieu avec des navires sans doute de plus petite taille et des dessertes dans des ports secondaires qui peut avoir lieu. Et ça correspond tout à fait à des segments que la propulsion par le vent peut adresser. Merci beaucoup, Lise, pour toutes ces précieuses informations que vous venez de nous donner.